Soundpower pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Bonsoir chers auditeuristes, bienvenue dans ce 5e épisode de Soundpower, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous parlons musique et art plastique comme deux expressions artistiques qui ne font qu'une tant leurs liens et apports ont été importants à travers les époques. Au programme ce soir, en première partie d'émission, nous partons donc pour une playlist à la fois sonore et visuelle pour plonger dans l'univers musical et ou pictural des artistes. En deuxième partie pour l'interview, nous accueillerons Jean-Yves Bosseur, compositeur, musicologue spécialisé dans l'esthétique. Nous parlerons ensemble de deux figures qui ont repoussé les frontières entre les sons et les couleurs, Vassili Kandinsky et Arnold Schoenberg. La musique et les arts plastiques sont souvent considérés comme deux disciplines bien distinctes. La musique comme l'art du temps et les arts plastiques comme l'art de l'espace. Pourtant, on parle bien autant pour la musique comme pour la peinture de gamme, de ton, de valeur et de chromatisme. Peut-être que pour certains de nos auditeuristes dotés de synopsis, le lien est évident. À chaque note vous apparaît une couleur. De mon côté, en préparant cette émission, j'ai tout de suite pensé à un souvenir d'enfance qui fut un choc visuel et musical. C'est bien sûr le film Fantasia qui en fait s'inspirera des conceptions musicalistes dans lesquelles chaque couleur est utilisée pour sa résonance sentimentale. On va le voir tout le long de l'émission, les exemples sont nombreux d'une inspiration par l'autre art et des œuvres créées par des multi-artistes. Commençons donc notre playlist par Neil Young qui dédia le morceau qu'on va écouter à sa fille, artiste plasticienne Amber Jean Young. On écoute The Painter de Neil Young. The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air. Green to green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue in the night. It's a long road behind me. It's a long road ahead. If you follow every dream, you might get lost. If you follow every dream, you might get lost. She towed the line, she held her end up. She did the work of two men, but in the end she fell down before she got up again. I keep my friends eternally
miss you now. If you follow every dream, you might get lost. If you follow every dream, you might get lost. Green to green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue through the night. Salt peanuts, salt peanuts. 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 Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
On a écouté Soul Peanut de Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie faisait partie des héros de Jean-Michel Basquiat. Pour Basquiat, le jazz est subversif. Dans les années 1940, le bebop encouragea la créativité et la rupture mélodique. Et le jeune peintre s'efforça dans ses œuvres de raconter une histoire alternative où la culture afro-américaine est célébrée. En 1979, Basquiat s'aventura lui-même dans la musique avec le groupe Grey, qui cofonda avec Michael Holman. Il y joua de la clarinette et du synthétiseur, mais la règle était à l'expérimentation. Personne ne devait savoir jouer un instrument. Après le décès de Basquiat en 1988, le groupe Grey perdura et maintenu ses liens avec les arts visuels. Le groupe collabora en 2019 avec l'artiste contemporain Ashley Biggerton. On écoute The Mysterious Ashley Biggerton de Grey. Mr. Biggerton? Yes? My name is Louise Lézard of Radio Montal from Paris. I would like to ask you some questions on art and life. I would be curious to travel in your head, Mr. Biggerton. Yes. May I call you Ashley, Monsieur Biggerton? Yes. Are you interested in ethics? Yes. Genetics? Yes. Cybernetics? Yes. Electronics? Yes. Panoramics? Yes. Is your work subversive, Mr. Biggerton? Mr. Biggerton, please won't you pick up the phone? You'd be known all over the world, from the Bronx to LA, way up north by the bay, slick as oil of Olay, you'd be running away. Yo, 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 I'm in Biggerton, yo, Mr. B on the fleet, from the ill-tip flow, the mysterious old soul, delirious too, Mr. Biggerton, what you gonna do, you? Monsieur Biggerton, do you feel that you'll stay away forever? Okay, here we go.
speaking with Mr. Bickerton on an island somewhere in the Indian Ocean. Thank you for listening. Say it, baby. Night on the street, it's a silver moon, going out real late, and out of the darkness they come, like last night, only more. One shaking in that little silk dress, warm breeze blowing, Peggy wearing a little purple dress, girls gather around. Say it. Say it. Say it. Say it, baby. Say it. So all the people know. So all the people know. You girls are so sweet. Moving about, coming in closer. Cindy tapping that foot. Yeah, baby. Say it. Say it, baby. Say it. Say it, baby. Say it. So all the people know. Shuffle start. Dancing we are together. Tina and Cindy and Carla too. And Julie, Diane and Tricky. Got me dizzy. Like in a swirling dream. What's going on here? Circling around me. Shoes clicking in time, girls moving this way and that, got me dreaming. C'était à l'instant Say It de David Lynch. Car oui, David Lynch n'a pas eu qu'une carrière de réalisateur. Son univers à la fois étrange et poétique s'étend autant dans la musique que dans les œuvres plastiques. Des œuvres picturales qui sont à la frontière du surréalisme, de l'abstraction et d'un trouble du quotidien. Des musiques présentes dans ses films qui jouent avec les bruits et les voix déformées par le vocodeur. Un réel univers litchien qui, selon l'auteur américain David Foster Wallace, serait la coexistence du macabre et du banal. Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
J'aime beaucoup la danse. La danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. Et c'est tout à fait, je trouve ça très bien et je vis dedans très, très facile. Vous avez utilisé notamment le thème de la danse. J'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup la danse. C'était la danse du DJ Berlioz. Sa musique se résume par cette phrase « Si Matisse faisait de la house music, ça sonnerait peut-être comme ça ». Berlioz a toujours été inspiré par la peinture et surtout par Matisse qui sample dans ce morceau en train de parler de la danse, son tableau le plus célèbre. Nous clôturons cette première partie par Bach. La musique de Bach suscita l'admiration de beaucoup de peintres, dont un en particulier, Paul Klee. Lui-même musicien, il puisa dans la fugue, composition fétiche du compositeur allemand, la technique du contrepoint. Le contrepoint, c'est la combinaison de plusieurs lignes mélodiques indépendantes qui s'harmonisent entre elles. Sa peinture, appelée polyphonique, montre une cohabitation de couleurs parfois superposées, de formes à la fois indépendantes et reliées entre elles par de lignes courbes, droites ou brisées. Dans le tableau La fugue rouge, Paul Klee imite la construction d'une fugue, sujet contre sujet, développement. Le tableau est vivant, on voit les formes et les couleurs évoluer dans le temps et l'espace. On écoute ainsi l'art de la fugue, contrepoint numéro 13A de Bach.
Sound Power, l'entrevue du soir. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pour notre interview, nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Bossard. Bonsoir Jean-Yves. Vous êtes compositeur, musicologue spécialisé dans l'esthétique et nous allons parler ensemble de deux figures qui ont révolutionné l'histoire de l'art et de la musique et qui ont contribué à enrichir les liens entre musique et art plastique. Je parle de Vassily Kandinsky et Arnold Schoenberg. Alors commençons par Vassily Kandinsky. Il est né en 1866 à Moscou et décédé en 1944. Il a fait d'abord des études de droit pour se diriger finalement vers la carrière de peintre. Il quitta donc la Russie pour Munich et étudia à l'Académie des Arts, mais abandonna très vite l'école pour aller, on va le voir, vers un art qui se détacha du mimétisme. Et à côté de sa pratique picturale, Vassily Kandinsky jouait également de la musique. Jean-Yves Bossard, est-ce que vous pouvez nous dire la place que ça prenait la musique pour... Oui, tout à fait. Il jouait en fait du piano et du violoncelle en très bon amateur. Peut-être moins que Klee, qui lui était un violoniste qui était pratiquement comme un professionnel. Donc c'était pas tout à fait le cas de Kandinsky, mais il était quand même très proche de la musique. Et par exemple, il s'est très très vivement intéressé aux œuvres de Schoenberg et notamment au traité d'harmonie de Schoenberg. Donc il avait vraiment des connaissances musicologiques importantes. Et comment la musique est devenue un peu un modèle pour re-questionner son art ? C'est-à-dire que la musique apparaissait comme un art idéal pour accéder à l'abstraction. C'est-à-dire que on n'était plus du tout dans la représentation de phénomènes préexistants, mais on était vraiment dans le travail sur les matériaux. Par exemple, la couleur, sur la forme, indépendamment de toute velléité de représentation. Donc la musique était idéale pour une réflexion à cet égard. Et vous avez cité Bach, et effectivement c'est vrai que la plupart des peintres de cette époque se sont référés à Bach parce qu'ils y voyaient une espèce d'idéal formel. Et puis il y avait aussi l'élément temporel qui intéressait Kandinsky. Absolument. Kandinsky a mis l'accent très très rapidement sur cette fonction très importante du temps. Et là aussi, dans votre présentation, vous avez justement, judicieusement indiqué qu'il n'y a pas les arts du temps d'un côté et les arts de l'espace, mais qu'il y a vraiment une interpénétration de ces phénomènes. Et d'ailleurs, Kandinsky insistait beaucoup sur cette perception du temps, par exemple chez Rembrandt. Et vous avez dit donc que Kandinsky, grâce à ce modèle de la musique, va se diriger vers l'art abstrait. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce que c'est l'art abstrait ? Ça, c'est quand même très très difficile. C'est-à-dire, c'est un art qui se base vraiment avant tout sur le matériau pictural, indépendamment de toute référence extérieure. Donc c'est un travail sur la couleur, sur la forme. Et donc, on sait que ça a pris ensuite des orientations très différentes, où, par exemple, l'aspect gestuel peut devenir très déterminant. Oui, l'art abstrait, ça se détache de toute évocation de la réalité. C'est-à-dire, ça se détache, ou ça s'éloigne, en tout cas, parce que c'est vrai, par exemple, que certains peintres abstraits sont nourris aussi du rapport à la nature. Mais il n'y a pas de volonté d'imitation de quoi que ce soit. De représentation. Et comment l'art abstrait, on va dire, bouscula, révolutionna l'histoire de l'art ? Justement parce que c'était un art qui se basait sur vraiment une pénétration du matériau proprement dit, et donc non pas sur des références extérieures. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y avait déjà eu le mouvement impressionniste qui avait... Oui, qui allait dans ce sens-là. C'est vrai que si on voit certaines œuvres de Monet, on est quand même très très proche de l'abstraction. Mais il y a aussi par exemple Čiurlionis, qui est un peintre lituanien, qui était aussi un compositeur d'ailleurs, et dont certaines œuvres sont pratiquement contemporaines de celles de Kandinsky, et qui sont vraiment à la lisière de l'abstraction. Et comment l'art abstrait fut-il perçu à l'époque ? Évidemment, ça a fait scandale, c'est absolument évident. C'est-à-dire que les spectateurs étaient toujours dépendants de cette référence. Et donc, moi, je suis pas historien à ce niveau-là, mais je pense que oui, ça a ébranlé beaucoup les consciences, oui, tout à fait. Oui, parce que ça allait contre le beau, les conventions en tout cas, oui, selon c'est ça. Les perceptions. Sur certaines règles de formelles qui étaient attachées aussi à la représentation.
Et puis, mais peut-être pour nuancer, Kandinsky disait que ce qui était dissonant aujourd'hui sera la consonance de demain. Oui, absolument. Et à ce niveau-là, donc, il rejoint tout à fait Schoenberg. Et un moment important dans la vie et la carrière de Kandinsky, ce fut le 2 janvier 1911 à Munich. Ce fut le jour où il assista à un concert d'Arnold Schoenberg, où fut joué le quatuor à cordes opus 7 et 10 et les 3 pièces pour piano opus 11. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur Arnold Schoenberg ? Schoenberg donc, a évolué du chromatisme qu'il a pu pressentir par exemple déjà chez Wagner, mais il l'a libéré encore beaucoup plus de l'aspect thématique, et dans un sens qui va rejoindre la problématique de Kandinsky par rapport justement à son travail sur les couleurs et sur la forme. Donc c'est une émancipation. Et est-ce que vous pouvez nous raconter quelle était l'impression qu'a eu Kandinsky de ce concert de Schoenberg ? C'est-à-dire que Kandinsky s'est senti vraiment complice de la démarche créatrice, très intuitive d'ailleurs à l'époque, de Schoenberg. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont en fait un cheminement qui est très parallèle. C'est-à-dire que au départ, donc dans les années 1909-1913, ils attachaient une très très grande importance à l'aspect intuitif et ils ne voulaient surtout pas systématiser leur démarche. Par contre, c'est ce qui s'est un peu produit dans les années 20. C'est-à-dire, par la suite, ils vont se rejoindre sur une volonté de structurer leur démarche. Ce sera dans un sens beaucoup plus géométrique chez Kandinsky, parce qu'on voit très très bien, par exemple dans l'exposition qui a lieu actuellement à la Philharmonie de Paris, on voit très très bien la différence entre les premières compositions de Kandinsky de la fin de la première décennie et ensuite celles des années 20. Et chez Schoenberg, ce sera l'avènement du dodécaphonisme, c'est-à-dire un travail sur des séries de 12 sons, qui sont donc les séries de 12 sons de l'échelle chromatique, et qui seront la base de toutes les œuvres. Alors peut-être on peut revenir sur cette impression juste après le concert de Schoenberg. Kandinsky, il fait tout de suite des esquisses. Oui, tout à fait, oui, qui sont d'ailleurs présentes dans l'exposition de la Philharmonie. Et qui donne après un tableau appelé Impression 3 concert. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce tableau ? C'est-à-dire, oui, on pressent la présence de spectateurs et d'une sorte de petite scène sur laquelle se tient le pianiste, mais c'est vraiment à distance, quoi. C'est-à-dire que c'est une impression très éloignée de toute velléité réaliste. Oui, les éléments sont effacés. Évoqués, c'est une évocation. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à cette époque-là, Kandinsky a trois types de travaux, qui sont les improvisations, les impressions, les improvisations et les compositions. Un peu comme les compositeurs élaborent une espèce de catalogue de leurs œuvres en faisant soit des sonates, des concertos, etc. Et donc il y a ces catégories chez Kandinsky. Et aussi, peut-être pour revenir sur Schoenberg, vous avez parlé du dodécaphonisme, mais avant cela, est-ce qu'on pourrait parler de l'atonalité, qui est quand même une révolution aussi... Oui, mais surtout pas de la tonalité, parce qu'il détestait ça, Schoenberg. Oui. Il détestait ce mot, parce qu'il estimait que atonalisme, ça veut dire une musique privée de son. Alors, il ne comprenait pas ce que ça pouvait être qu'une musique privée de son. On n'était pas encore à l'époque de John Cage. Donc il n'appréciait absolument pas ce qualificatif. Pour lui, c'était surtout son travail, c'était de déhiérarchiser les fonctions de la tonalité. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus des intervalles privilégiés, qui soient des pôles pour la perception, mais qu'il puisse y avoir un effet de relativité entre toutes les dimensions harmoniques. Oui, parce que dans la musique atonale, toutes les notes se valent. Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, tous les intervalles sont possibles. Alors évidemment, il y a des règles qu'il s'est données et qu'il s'est ensuite développé à partir du dodécaphonisme, où là, ça devient beaucoup plus structuré,
avec donc la série de 12 sons qui peut intervenir soit sous une forme originale, soit sous forme d'un renversement ou d'une récurrence, etc. Enfin, là, vous avez un certain nombre de processus qui sont très très précis et qui sont très... Voilà. Et cette musique atonale, du coup, rend la perception, l'écoute assez déconcertante puisque rien n'est prévisible. Exactement. Donc ça, là aussi, ça, comme l'art abstrait, ça a considérablement dérangé, et ça continue d'ailleurs à déranger. Vous savez, moi, j'ai entendu des réactions incroyables, par exemple par rapport à des musiques de Webern. Ça fait plus d'un siècle que ces musiques ont été composées, et bien elles ne sont pas encore assimilées par le grand public. Et bien justement, on va peut-être chatouiller vos oreilles, chers auditeurs, puisqu'on va faire une courte pause musicale. On écoute opus 11-3, numéro 3 des 3 pièces pour piano d'Arnold Schoenberg, une des pièces que Kandinsky a écoutées lors de ce concert. C'était opus 11 numéro 3 des 3 pièces pour piano de Schoenberg et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en présence de Jean-Yves Bosseur. Alors Jean-Yves Bosseur, vous en avez parlé tout à l'heure du traité d'harmonie publié en 1911 par Schoenberg. Il décrit notamment la tonalité comme un système monarchique dont la tonique serait le roi et les autres notes des vassaux désireux de le remplacer. Et Schoenberg avoue volontiers son faible pour les accords vagabonds, ces accords altérés qui déstabilisent la tonique en se mettant à rêver d'une harmonie sans passeport, d'un monde sonore sans roi ni hiérarchie. On pourrait voir dans cette description une dimension politique et certains y voient aussi une réponse aux critiques de Schoenberg parce que aussi Schoenberg a été beaucoup critiqué
pour sa musique. Oui, évidemment. Bien sûr, parce que ça remettait en cause les hiérarchies existantes et l'académisme qui pesait très très lourdement sur l'histoire de la musique. Mais de toute façon, Schoenberg est quand même dans une continuité, parce que si on écoute, je vous parlais de Wagner par exemple, si on pense au prélude de Tristan, si on pense aussi aux dernières œuvres de Liszt, c'est un mouvement qui va tout naturellement vers Schoenberg. Schoenberg est dans la lignée de ces compositeurs-là. De cette sorte de mise entre parenthèses des saines valeurs qui régnaient sur la musique jusqu'alors. Et pourtant, parmi ces critiques, il y a aussi beaucoup de propos antisémites, puisque Arnold Schoenberg est né juif, puis s'est après converti au protestantisme pour après se reconvertir au judaïsme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi de ce contexte politique ? Le contexte politique est assez complexe, parce que c'est d'ailleurs cet aspect-là qui a créé une sorte de rupture momentanée entre Kandinsky et Schoenberg. Schoenberg a pensé qu'il y avait une part d'antisémitisme chez Kandinsky, ce qui était complètement faux d'ailleurs, mais donc il s'est éloigné de Kandinsky pendant plusieurs années à cause de cela. Et puis ils ont repris leur correspondance dans les années 23 je crois, ou quelque chose comme ça. Mais oui, bien sûr, il y avait cet aspect-là. C'est vrai que l'antisémitisme a été très très fort et était associé à cette sorte de révolution artistique qui était assumée par un certain nombre de créateurs justement qui étaient juifs. Et beaucoup plus tard, à l'arrivée du nazisme... évidemment, ça a été d'autant plus fort, c'est-à-dire c'était l'art dégénéré. Oui, donc, c'est devenu l'art dégénéré. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette période ? Là, c'est un peu compliqué, c'est tellement vaste. Beaucoup, ça a amené effectivement beaucoup de créateurs à émigrer, parce que c'était devenu invivable, puisque de toute façon, les règles étaient tellement draconiennes que ça allait complètement à l'encontre de la création même. Et plusieurs œuvres de Kandinsky ont d'ailleurs disparu à cette époque et n'ont jamais été retrouvées. Reprenons un peu en arrière dans le temps. Après le concert de 1911, débuta une intense correspondance entre Kandinsky et Schoenberg pour témoigner des points communs dans leur démarche artistique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient ces échanges ? Les échanges, c'était vraiment de l'esthétique, quoi. C'était vraiment leur démarche esthétique qu'ils décrivaient chacun de son côté, avec beaucoup de prudence d'ailleurs, pour éviter justement tout dogmatisme. Et donc c'est une correspondance absolument magnifique qui est très très facilement disponible en librairie. C'est extraordinaire. Elle s'est interrompue, je crois, vers 1913, et puis elle a repris donc 8 ou 9 ans après. Mais c'est vrai que c'est extrêmement riche. Alors évidemment, ils essayent d'avancer chacun avec leurs armes, si on peut dire. Schoenberg étant lui-même peintre, donc si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que, par exemple, Kandinsky parle de la peinture de Schoenberg avec beaucoup de tolérance, parce qu'en fait, c'est une peinture qui reste figurative, la peinture de Schoenberg, mais comme dit Kandinsky, la ligne vit, la chaise vit, et l'un et l'autre, il n'y a pas de grande différence, en fait, quelque part. Donc et puis donc tout cela se retrouve dans l'almanach du Blaureiter, l'almanach du Cavalier Bleu, où justement on retrouve les 3 compositeurs de l'école de Vienne. Il y a Schoenberg, Berg et Webern, avec des partitions qui sont inscrites à l'intérieur du livre, et Schoenberg lui-même est présent à plusieurs niveaux, puisqu'il est à la fois présent en tant que peintre, en tant que théoricien, si on peut dire, puisqu'il y a un article sur le rapport avec le texte, et puis évidemment en tant que compositeur, puisqu'il y a une partition de lui qui est reproduite dans l'almanach du Blaureiter. Et dans leur correspondance, ils montrent bien leur similarité dans leur approche artistique. Oui, tout à fait. Ah, oui, absolument. D'un côté, la musique atonale pour Schoenberg et l'art abstrait pour Kandinsky. Oui, absolument. Oui, tout à fait. C'est vraiment très très riche et très très pertinent. Enfin, Et Schoenberg, un autre point qui les rallie,
Schoenberg écrit notamment à Kandinsky, je cite, « Mais l'art appartient à l'inconscient. Voilà. C'est soi-même que l'on doit exprimer, s'exprimer directement, non pas exprimer son goût, son éducation, son intelligence, ce que l'on sait ou ce que l'on sait faire, aucune de ces qualités acquises, mais les qualités innées, instinctives. » Une réaction par rapport à cet extrait? C'est-à-dire qu'en fait, alors peut-être Kandinsky était plus spiritualiste encore que Schoenberg, c'est-à-dire qu'il y avait une démarche vraiment d'une intensité spirituelle très très forte chez Kandinsky, il y en avait aussi quand même chez Schoenberg, mais peut-être moins exprimée d'une manière aussi évidente, quoi. Mais oui, tout à fait, c'est la part de l'inconscient qui domine chez l'un comme chez l'autre. D'où l'expression de nécessité intérieure chez Kandinsky. Donc il fait très très souvent allusion à ce concept de nécessité intérieure. Et puis, il y a aussi Adorno qui va même comparer les pièces musicales de Schoenberg à des procès-verbaux, comme on pourrait le dire en psychanalyse, où on parlerait de procès-verbaux de rêve, ou encore, reprenant les propos de Kandinsky, des actes cérébraux. Oui, tout à fait. Et Schoenberg, vous l'avez dit, est lui-même peintre. Et on trouve d'ailleurs dans sa peinture un moyen d'expression de ses émotions et de ses sensations. Fait. Oui, il a fait beaucoup de portraits, par exemple, dans lesquels il essayait de faire passer la vibration qui émanait de la personne qu'il représentait. Et il y a aussi des œuvres qui sont liées à ces projets d'art total. Ça, c'est aussi très important, puisqu'en fait, Kandinsky et Schoenberg, chacun de son côté, a conçu des œuvres qu'on pourrait appeler des Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire des œuvres d'art intégrales. Donc la sonorité jaune pour Kandinsky, la main heureuse pour Schoenberg. Et donc on trouve par exemple un certain nombre d'œuvres picturales de Schoenberg qui sont en fait des projets de décor, qui sont des œuvres en relation avec la main heureuse ou avec les projets d'art total. Et Kandinsky voulait lui aussi, à travers ses peintures, créer une véritable expérience avec les spectatrices. Il expliquait sa technique dans son livre Du spirituel dans l'art, où il associa couleurs et sons d'instruments de musique. Oui, alors ça, il faut être un peu prudent, parce que c'est vrai que donc, les différents ouvrages de Kandinsky, donc le spirituel dans l'art, point, ligne, plan, etc., on trouve certaines contradictions, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, il va comparer, par exemple, telle couleur à tel timbre instrumental. Par exemple, le jaune terrestre, c'est la trompette. Oui, c'est ça. Mais bon, il est quand même, à certains moments, il dit bien que tout ça est très très relatif, parce que tout dépend, par exemple, du registre dans lequel joue l'instrument, où il dit, par exemple, une trompette. Oui, mais la trompette, comment est-elle jouée? Est-ce qu'elle est jouée en plein air? Est-ce qu'elle est jouée dans un concert, etc. Donc il est lui-même quand même assez prudent. Et donc c'est vrai que sinon, on pourrait relever un certain nombre de contradictions dans ces comparaisons. Mais il y a, sur ce point, il y a quelque chose qui peut un peu perturber le spectateur et la spectatrice devant les tableaux de Kandinsky. C'est justement, c'est une incompréhension de se dire, moi, quand je vois le jaune, je vois pas une trompette. Et ma question, c'était, Kandinsky a voulu se détacher des lois de la représentation. Et est-ce que, avec les lois qui dit universel, le jaune, la trompette, le vert, le violon. Est-ce qu'il ne retourne pas comme ça, il ne se réenferme pas? Non, je pense qu'encore une fois, il a quand même remis en question tout dogmatisme, à cet égard, tout systématisme. Par contre, c'est vrai que cette question, par exemple, de clavier de couleur était un phénomène qui attirait beaucoup d'artistes à l'époque. Et par exemple, dans l'Almanach du Blaue Reiter, vous avez un article de Sabaneïev sur le Prométhée de Scriabine. Scriabine avait donc était un des initiateurs de cette synesthésie, qui était une des intentions très très importantes que partageaient un certain nombre d'artistes à l'époque.
Vous l'avez dit, justement, l'Amala du Blaureiter, c'est ce qui scelle un peu la collaboration entre Kandinsky et Schoenberg, qui a été publiée en 1912. Est-ce que vous pouvez nous dire la démarche artistique de tous les artistes qui sont publiés C'est-à-dire que c'était une démarche extrêmement ouverte, d'ailleurs qui comprenait aussi, par exemple, dans cet almanach, vous avez des représentations de phénomènes, par exemple, d'images populaires. Enfin Donc il n'y a pas uniquement des œuvres d'art, mais au sens noble du terme, mais il y a aussi l'intégration de phénomènes populaires, de phénomènes qui renvoient à des traditions orales ou des choses comme ça. Donc c'est très riche. Alors donc les auteurs, c'est August Macke, c'est Franz Marc. Et puis il y a aussi l'approche de abolir toute division artistique. Oui, absolument. D'où le fait que dans cet almanach, donc vous avez des partitions aussi de musique. Donc effectivement, ça casse complètement toutes ces catégories complètement refermées sur elles-mêmes. C'est évident. Est-ce que vous pouvez après nous parler peut-être justement, vous l'avez seulement évoqué, le dodécaphonisme de Schoenberg, où on pourrait expliquer ça, de remettre un peu de prévisibilité dans l'imprévisibilité. C'est-à-dire de structurer, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à une sorte d'anarchie musicale, si on peut dire comme ça, mais de trouver une nouvelle forme d'organisation. C'est-à-dire que c'est vrai que de toute façon, pour la perception, ce n'est pas forcément audible en tant que tel, mais donc de structurer à partir donc de certaines formes fondamentales, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la série, son renversement, sa récurrence, etc., sa fragmentation, etc. Donc d'avoir quelque chose qui est très organique. Webern, donc, qui fait partie de l'école de Vienne, donc avec Schoenberg et Berg, se référait beaucoup aux plantes. C'est-à-dire que, et par exemple, à ce que Goethe a pu écrire à propos des plantes. Et donc, il y avait quelque chose, une organicité qui était recherchée par les compositeurs, justement, à travers cette technique de dodécaphonisme, qui ensuite débouchera sur le sérialisme, quelques décennies plus tard, avec donc Boulez, Stockhausen, etc. Mm-hmm. Et aussi, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Kandinsky arrive à mettre dans sa peinture un aspect temporel, et c'est aussi par le fait qu'on peut se perdre dans ce tableau. Oui, d'ailleurs, il l'a dit. Il dit qu'il cherche à ce que les spectateurs se perdent dans sa peinture. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire c'est vraiment une possibilité de vagabonder dans l'œuvre de multiples façons. D'ailleurs, Klee disait aussi que pour bien prendre connaissance d'une œuvre, il faudrait une chaise. Et que malheureusement les gens passent devant les œuvres sans s'arrêter, sans prendre le temps de méditer à partir de l'œuvre. Mais effectivement, le temps est absolument indispensable. Oui, parce que avec le temps, en se posant devant une œuvre, on peut réussir à déceler des formes, et peut-être aussi une figure qui revient souvent, c'est le cavalier. De Kandinsky. Oui, c'est ça. Mais vous parliez par exemple de la fugue en rouge de Klee. Oui. Mais ça, c'est typique par exemple d'une œuvre qu'on peut parcourir de 1000 façons, pas d'une manière, pas de gauche à droite ou de haut en bas, mais justement, on peut faire vraiment de multiples itinéraires à travers les différents signes qui se répondent, qui se renvoient, etc. Et peut-être un dernier mot sur la fin de carrière, on va dire, de Kandinsky, qui après, vous l'avez dit, se dirige plus vers les formes géométriques. Oui, tout à fait. De même qu'encore une fois, Schoenberg, lui, se dirige vers des formes beaucoup plus structurées, beaucoup plus rigides, d'une certaine manière, alors qu'il y avait une espèce d'élan lyrique beaucoup plus fort dans l'époque du Pierrot lunaire ou des pièces, des Klavierstück.
Merci beaucoup Jean-Yves Bosser. L'émission touche à sa fin. Merci pour votre présence. Pour en savoir plus sur les relations entre musique et art plastique, vous pouvez lire le livre de Jean-Yves Bosser, Musique et art plastique, interaction au XXe et XXIe siècle chez Minerve. Et Jean-Yves Bosser sort aussi en mai 2026 Le silence, la musique, toujours chez Minerve. Côté exposition, vous avez jusqu'au 1er février pour voir Kandinsky, la musique des couleurs à la Philharmonie de Paris. Et si vous êtes de passage à Berlin, se tiendra du 29 janvier au 22 mars 2026 à la Pace Gallery, une exposition dédiée à David Lynch. Merci à la réalisatrice de l'émission, Eléa. Vous pouvez retrouver la playlist et les œuvres des artistes dont nous avons parlé sur le site de Radio Campus Paris. Cette émission est à réécouter sur vos plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour continuer l'immersion dans le monde des sons et des couleurs. On se quitte sur le morceau de Farben de Schoenberg. Jean-Yves Bosser, juste quelques mots sur ce morceau. C'est une œuvre de 1909 qui donc est tout à fait contemporaine de l'échange qu'il a eu avec Kandinsky. Et donc, Farben, c'est extrêmement important puisque Farben, c'est les couleurs. Et chez Schoenberg qui a inventé, si on peut dire, le concept de Klangfarbenmelodie, c'est-à-dire une mélodie de timbre. C'est-à-dire que, par exemple, une même auteur va passer à travers toutes sortes d'instruments. Et donc, la mélodie, c'est les couleurs instrumentales qui la donnent et non pas les notes, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de très, très novateur. Merci beaucoup. C'était Sound Power. Rendez-vous le mois prochain, mardi à 21h. Très belle soirée sur Radio Campus Paris.